Écoute Cheese 94.3. Est-ce que tu confonds la clé du laboratoire avec ta clé d'appart? Est-ce que Facebook indique que tu es dans une relation compliquée avec ta thèse? On a une émission pour toi. Écoute Question de savoir sur les ondes de Chiz 94.3 ou en balado-diffusion au chiz.ca pour tout savoir sur le monde fascinant des études supérieures. Question de savoir, une présentation de l'Allier tous les mardis de 11h30 à midi. OK, attention. 1, 2, 3. Cheese! Septembre Éditeur est fier de vous présenter l'émission d'aujourd'hui de Bonheur et vice-versa. Septembre Éditeur propose des outils pédagogiques et des ouvrages pratiques en lien avec l'orientation, le choix de carrière et le monde du travail. Septembre Éditeur, la ressource de choix. On vous invite à prendre une pause sympathique avec notre équipe dynamique et nos collaborateurs passionnés. Voici Bonheur et vice-versa, fiers partenaires de votre bien-être. Bon mercredi tout le monde, vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Vous syntonisez le Chiz 94.3 présentement, Québec, et vous êtes en compagnie de Maxime Dumais, animateur de l'émission. On est aussi diffusé à tous les jeudis sur CFAC 88.3 Sherbrooke. Alors, on salue les gens de Sherbrooke qui vont nous écouter, en fait, demain. Je suis en compagnie de ma co-animatrice, Annie Guillemette. Hey, allô Maxime. Allô Annie. Alors, dernière émission de la saison pour toi. Ben oui, il y a encore une émission la semaine prochaine pour les autres, mais moi, je ne serai pas avec vous. Exactement. Ben, je parlais de ça hors d'onde avec notre chroniqueur spécial qui va nous se joindre à nous tantôt. Ça a tellement passé vite cette saison-ci. Moi, sérieux, je capote. Parce que plus les saisons vont, on dirait plus ça va vite. Oui, vraiment. Je pense que c'est la vieillesse qui fait ça. Moi, je pense que c'est les collaborations. Ah, c'est ça. On a la chance de s'entourer de toujours plus de monde qui participe au projet avec nous, puis ça fait en sorte que ça va tellement vite parce que c'est le fun. Oui, puis on les remercie parce que je sais pas si les gens le prennent conscience à la maison, mais si on n'avait pas tous ces collaborateurs-là, on serait jamais capable de créer un show d'une heure et demie. Ben non. Ils nous amènent beaucoup de contenu, puis on est vraiment contents. On est extrêmement reconnaissant, en fait, de tous les gens qui acceptent d'embarquer dans cette espèce de train de folie qu'on a créé en 2017. Et il y en a une qui s'est jointe à l'équipe justement cette saison avec nous et qu'on est très content d'avoir avec nous, notre journaliste Élise à ma droite. Bonjour tout le monde. Allô. Allô. Bon mercredi. Merci aussi. Tu disais tantôt hors d'onde que toi t'es une fille qui aime l'hiver. On dirait qu'on n'en parle pas ça souvent. Ben oui, moi la saison de ski est commencée. Je suis vraiment contente. Je suis coach de ski aussi au Mont-Saint-Anne la fin de semaine. Fait que c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de retrouver la gang là. Fait que différents chapeaux professionnels, donc conseillère d'orientation, coach de ski, tu conjugues à travers tout ça? Oui, exact. Je me connais bien. À travers mes études, on a appris à se connaître et la polyvalence, pour moi, est très importante. Oui, puis c'est drôle parce que en plus, on peut quand même te considérer comme entrepreneur. Exactement. Et tantôt, on va avoir une belle discussion justement sur ce monde d'entrepreneur-là. Je t'invite à rester avec nous pour le début de l'émission. Bien, certainement. Avec nous. On a une émission très colorée, justement, à la teinte entrepreneuriale aujourd'hui. Toute l'émission, en fait. Oui, aujourd'hui, on vous parle d'entrepreneuriat. Si vous aimez pas ça, restez pareil, ça va être le fun. Donc oui, spécial entrepreneuriat, on commence avec Guillaume Lamontagne, chroniqueur spécial. C'est sa dernière chronique de la saison. Il va nous parler, en fait, de l'entrepreneuriat, mais sur le côté vice-versa de la chose, parce qu'il va nous parler, en fait, de la souffrance dans le milieu entrepreneurial. On le laisse nous en parler. Plus tard dans l'émission, on va avoir en entrevue
En entrevue, écoute, il y a José Landry qu'on voit aujourd'hui. Exactement. C'est le 5 minutes de la présidence. C'est le dernier de la saison. Le dernier de la saison. C'est tous les derniers de la saison pour leur catégorie, Oui, c'est ça. aujourd'hui. Ouais. Et maintenant, c'est l'éditorial de la présidente, parce que Annie, oui. je te rappelle, ça prend jamais 5 minutes. C'est vrai. On a changé le titre juste pour ça. C'est vrai. C'est Et on aura l'éditorial. En entrevue, Suzy Patton. Suzy Patton, qui est conseillère d'orientation et qui travaille au Cégep de Sainte-Foy dans le nouveau programme, on va dire programme pour l'instant, en entrepreneuriat, puis elle nous expliquera vraiment c'est quoi tantôt. Oui, c'est la deuxième fois qu'on va la recevoir, Suzy. Hein, Exactement. Aussi. Mais là, on va se très focusser intéressante. sur elle. Personne très intéressante. En effet. Alors, on dit-tu c'est parti? Je pense qu'on va dire ça. Yeah, c'est parti. Bonjour. Bonne émission tout le monde. Come on and talk about the happy days. Oh, happy days. Ooh, talking about a happy day. Oh, yeah. Come on and talk about happy days. Oh, yeah. Sing it, yeah. Oh, happy day. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Hey, Élise! Yes. Fait que là, on parle de tes nouvelles. Et j'ai un petit faible pour ta première nouvelle, en plus, qui me touche particulièrement. Fait que ta première nouvelle, aujourd'hui, tu nous parles de 7 ressources pour mieux comprendre le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et j'ai tellement hâte de t'entendre. Exactement. C'est quand même quelque chose qu'on entend parler souvent, mais qu'on comprend pas nécessairement bien. Alors, même quand tu l'as, tu le comprends pas Ouais, tant. c'est ça, exact. Ouais, parce que peut-être à la maison vous dire, Annie, elle a un TDAH. Puis J'ai pas de H diagnostiqué. Ah, il n'y a pas de H dedans? Personne ne Ok. le croit, TDA. mais pour de vrai, dans mon diagnostic, il n'y a pas de H. C'est une fière représentante. C'est ça, exactement. Ça va te servir, Annie. Dans le fond, j'ai 7 ressources super Je intéressantes. t'écoute avec pour la plus toi. grande attention. J'ai des sites web. Je vais commencer avec les sites web. Il y a tdah.ca. C'est des informations puis outils d'intervention qui répondent aux exigences normatives dans le milieu scolaire et milieu familial. TDAH, informations, trucs et astuces, qui est sous la coordination du docteur Annick Vincent, qui est médecin psychiatre. Puis c'est une source d'information puis de référence pour autant le grand public que les professionnels. Ensuite de ça, on a TDAH chez l'adulte. Même chose, c'est comme un partage d'informations pour le grand public et les professionnels. Puis l'Association québécoise des neuropsychologues qui est là, dans le fond, ça présente l'état des connaissances objectives et scientifiques sur le TDAH. Donc, l'évolution au niveau de la recherche. Puis, il y a des organismes aussi, je sais pas si tu connais ça, là, l'association PANDA. Oui. C'est une référence pour aider les parents, dans le fond, qui ont des jeunes qui sont atteints de TDAH. Puis, le CADRA, c'est CADDRA, qui est comme situé à Toronto, qui offre, c'est pour les professionnels, pour développer leurs connaissances au niveau du TDAH. Il y a des conférences qui sont offertes, puis de l'information sur le site web aussi. Donc, c'est toutes des ressources très intéressantes qui nous permettent d'en connaître plus sur cette belle bébite-là, excusez-moi. Mais c'est en plus de plus en plus d'actualité. Même l'Université Laval a développé un MOOC sur le TDAH auquel tout le monde peut s'inscrire. Un genre de micro-programme. Ouais. Okay. Puis, pour les ressources, dans le fond, à la maison, peut-être que ça a été un petit peu vite. Ce qu'on va faire, c'est que je trouve que c'est pertinent qu'on crée une publication. Oui, c'est ce que je voulais proposer aussi. Donc, si vous nous écoutez, rendez-vous sur Facebook, aimez la page de Bonheur et vice-versa, puis la publication devrait apparaître bientôt. On va faire une publication spéciale ressources pour le TDAH. Exactement. Puis pour les intervenants, c'est tellement pertinent parce que vraiment. Moi, dans ma pratique en réadaptation, j'ai quand même beaucoup de gens avec un TDAH. Puis il faut intervenir d'une certaine façon ou en tout cas utiliser des outils qui vont nous aider dans notre intervention. Oui, en tout cas, au niveau du rythme des interventions, moi, je vois une différence beaucoup. Et plus tard dans l'émission, Élise, tu nous parles de comment déterminer le moment idéal pour quitter son emploi. Oui, super intéressant. Et tu nous parles de burn-out, prévenir l'épuisement professionnel. Oui, et si vous cherchez ces nouvelles-là, on va les publier, mais on les trouve sur Orientation. Exactement. Exactement. Puis, on pourra peut-être vous donner un petit peu plus d'informations sur notre partenaire lors de la deuxième bloc de nouvelles. Voilà. Alors, je te garde avec nous. Ben oui. On s'en va parler d'entrepreneuriat et je pense qu'on est comme pas mal tous concernés. Ben oui. Mais juste après cette pause musicale, on commence toujours en chanson. Je vous fais écouter une chanson d'une chanteuse que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dernièrement. Elle s'appelle Réelle. Elle vient en fait elle vient de loin. Elle vient de l'autre bord de l'océan.
là? Ouais, je Sur le pense bord de que l'eau? ouais, ça doit être en Angleterre, quelque chose comme ça. Elle a fait X Factor. Ah non, c'est ça, en Ukraine. Oh. Puis elle est devenue une jeune prodige du monde R&B. Alors, je vous la fais découvrir ici à Bonheur et vice-versa. Et on revient juste après la pause musicale. Sunshine when my days are blue. Knowing when I need to, I can count on you. You bring out the best in me. This is something special, it was meant to be. You're my waterfall, let me be your sea. Nothing complicated in your company. I can smell the roses, I can see blue skies. You make me feel special when I look into your eyes. Your smile ignites my soul. I think I'm falling. I'm down to ride. You're kind of, sort of, basically, pretty much always on my mind. My mind. You're kind of, sort of, basically, pretty much always on my mind. You know me for real, no lies. Being in your presence makes me feel alive. With you there is no pretense, but won't let my emotions mess with my intelligence. You're my waterfall, let me be your sea. Nothing complicated in your company. I can smell the roses, I can see blue skies. You make me feel special when I look into your eyes. Your smile ignites my soul. I think I'm falling. I'm down to ride. You're kind of, sort of, basically, pretty much always on my mind. My mind. You're kind of, sort of, basically, pretty much always on my mind. You're my waterfall. I think I can smell the roses. I'm down to ride. You're kind of, sort of, basically, pretty much always on my mind. My mind. You're kind of, sort of, basically, pretty much always on my mind. Always on my mind. Always on my mind. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. On est dans la première demi-heure de l'émission à Chiz 94.3 et CFAC 88.3. Et maintenant, on va parler du côté vice-versa de l'entrepreneuriat. Puis, honnêtement, je pense que c'était une bonne idée puis qu'il était temps qu'on en parle. Oui, il était temps qu'on en parle Parce parce que qu'il n'y a pas juste des bons côtés. Il n'y a pas juste des entrepreneuriat. bons côtés. Non, non. Non, on en parle un peu plus sérieusement avec le nom sérieux Guillaume Lamontagne dans quelques instants. Vivez l'entrepreneuriat avec notre collaborateur spécial, Guillaume Lamontagne. Le nom sérieux, je t'ai vu sourire. C'est correct. C'est vrai. Je suis pas sérieux. Non, puis c'est pour ça qu'on t'aime, justement. Ouais. Ben, J'imagine. Ici, on est toutes des personnes pas sérieuses qui parlent de sujets sérieux. Exactement. C'est tellement ça, hein? Non, mais Guillaume, qu'est-ce qui le caractérise, puis je trouve intéressant d'amener dans notre équipe, c'est que tu as vraiment une forme d'intervention quand tu travailles avec les jeunes dans les écoles qui est vraiment, qui sort un peu des sentiers battus, du cadre, puis tu y vas beaucoup avec ton feeling, ton intuition. Ouais, je travaille beaucoup dans l'informel avec ces élèves-là, avec les étudiants, même avec les enseignants, mais je suis comme ça. C'est pas un rôle que je me donne. Je suis naturel, je suis informel.
informel, puis le but, c'est vraiment de les amener ailleurs. Avec le côté motivationnel aussi, tout le temps dans la positive. J'aime ça. Donc, on rappelle, Guillaume, que tu es conseiller en, je me trompe tout le temps. Agent de projet au niveau de l'entrepreneuriat, bénévolat, volontariat. Exactement. Au Carrefour Jeunesse Emploi, Charlebourg-Chauveau, que je salue, ma gang. Oui, salut, j'ai déjà travaillé avec eux aussi, alors on est bien contents si vous êtes à l'écoute. J'espère. Et là, aujourd'hui, comme je disais, on s'en va vers le côté vice-versa de l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement dans l'actualité. J'imagine que ça a nourri ta réflexion sur la souffrance des professionnels, mais aussi des entrepreneurs. Il y a beaucoup d'articles que j'ai lus, puis c'est un petit peu la réflexion que j'ai eue en me disant, j'en parle-tu pas, puis bref, on le vit tous à différents niveaux. Comme professionnel, moi, je côtoie des élèves, des enseignants, des directions, puis je côtoie des entrepreneurs. Puis la période était bonne. Le mois de novembre est vraiment difficile. On est en fin de session pour les étudiants. Il y a moins de lumière. On change d'heure. Les vacances des fêtes approchent. Ouais. Fait que je pense que c'était une thématique, non pas de dramatiser l'entrepreneuriat, parce qu'on valorise encore beaucoup ça. Oui, mais de reconnaître les difficultés que les gens peuvent vivre. Je pense que ce n'est pas que de... Ça existe. C'est ça, faut pas exactement. se le cacher, ça existe. Puis j'ai vraiment l'impression que tout le monde en vit à différents niveaux. C'est pas... en fait, c'est passager. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus court. Fait que vraiment, essayer de regarder. Puis en lisant les articles que j'ai trouvés, il y avait matière à en parler. Donc, on va le démystifier, mais on veut aussi trouver le côté versa aussi, parce qu'il y a des solutions, il y a de l'aide. Puis c'est notre côté intervenant, notre côté orientation qui va ressortir de ça aussi. Exactement. Puis je pense que justement, c'est ça, de reconnaître qu'il y a certaines difficultés, ça peut justement aider à les surmonter, parce que des fois, je pense qu'on peut se dire, mais là, je suis toute seule à vivre ça, puis je suis pas faite pour ça, ça marche pas, puis abandonner, alors qu'en réalité, si on reconnaît qu'on a ces difficultés-là, qu'on va chercher de l'aide, on peut trouver des ressources justement pour les traverser. L'être humain en général, puis encore plus les entrepreneurs, on a tendance à cacher un petit peu ces choses-là, à vouloir se dire, ça va s'arranger, puis c'est correct, puis faut s'ouvrir. La relation d'aide est là pour ça, puis je pense que on est bien réunis ici pour faire parler ces gens-là, pour dire oui, tu vis une difficulté, mais quelle stratégie tu vas utiliser pour t'en sortir. Puis moi, je suis là pour t'accompagner. Parce que le mythe de l'entrepreneuriat, c'est sûr, là, peut-être qu'on le défait de plus en plus, ce mythe-là, parce que maintenant, l'entrepreneuriat prend une place assez importante dans la société, dans le monde du travail, mais le mythe de l'entrepreneuriat a toujours été un peu, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux, je vais avoir vraiment du temps libre pour moi, ça va être cool au maximum, puis finalement, c'est pas toujours ça. Autour de la table, Élise, de ton côté journaliste, de ton côté co-animatrice, Annie, mais aussi CO. Belles cernes sexy en dessous de mes yeux. Oui, cernes sexy, CO privé. Oui, exact. Moi, je travaille à contrat depuis de nombreuses années. Guillaume, t'es dans plein de projets, puis tu côtoies plein d'entrepreneurs. Il y a pas juste ce côté cool-là. Non, effectivement, puis il faut en parler. Le début de la réflexion que j'ai eue, c'est vraiment parce que de 5 ans jusqu'à 18 ans, les élèves sont encouragés, je pense toujours à Ose entreprendre, faites des projets, sortez votre côté entrepreneur, développez vos qualités entrepreneuriales, c'est wow, c'est cool, on change notre école. Puis rendu à 18 ans, après l'université ou même pendant l'université, on veut faire des entrepreneurs, on veut faire des meilleurs employés qui sont intrapreneurs, on en parlait dans la dernière émission. Puis c'est là qu'il y a un clash, parce que toute l'enfance, en fait, tu te fais dire c'est beau, c'est wow, puis il y a un clash qui est là parce que là, tu travailles des heures de fou, tu vis des échecs, tu as des difficultés financières parce que tu essaies de te lancer, tu t'isoles parce que plus tu travailles, moins tu as de temps. Ben oui. Fait que c'est vraiment, ça peut être pervers. Fait qu'on a vraiment les deux côtés, parce que je vois aussi des entrepreneurs, je vois aussi des gens qui utilisent l'entrepreneuriat comme levier, qui trippent au max. Moi, je trippe encore dans mon domaine, puis faut la passion. On l'oublie pas, là. Oh, je pense qu'un projet entrepreneurial, justement, il faut que tu tripes sur ton projet puis que tu sois prêt à faire certains sacrifices qui vont avec, puis que ce soit comme peut-être pas agréable de faire les sacrifices, mais que ça fasse du sens de les faire parce que tu aimes tellement ce que tu fais. Vraiment. Puis on disait tantôt, tu sais,
c'est vrai que on a tendance, comme tu dis, Annie, à pas vraiment en parler quand ça va un peu moins bien. Puis le monde entrepreneurial est encore, à mon avis, un peu plus pervers à ce niveau-là parce que l'entrepreneur, faut qu'il soit fort, faut qu'il soit cool, faut qu'il fasse avancer son entreprise. Et là, d'aller dire, ben, je suis fatigué ou ça va pas bien, ben, c'est comme si ça venait briser l'image de l'entrepreneur. Mais t'aimes tellement ce que tu fais. Exact. Oui, mais ça peut coexister et que j'aime ce que je fais et que je sois fatiguée en ce moment puis que je trouve ça difficile. Exact. Vraiment, vraiment. Puis la définition que j'ai... Parce qu'on parle de détresse psychologique, on parle de plein d'impacts que ça peut avoir, mais la détresse psychologique, c'est quoi? Ce que j'ai trouvé en fait, c'est la vraie définition théorique. C'est un ensemble d'émotions négatives qui sont vécues avec persistance chez un individu qui peut entraîner des conséquences sur la santé, notamment la dépression, notamment l'anxiété. Donc, c'est un petit peu pour ça la thématique de, oui, les étudiants, oui, les élèves, oui, les professionnels, puis encore plus les entrepreneurs qui vivent ça. Là. Et des problèmes physiques aussi. Ben oui. Parce que quand tu vas pas bien, en plus, ça peut aller jusque dans le corps, des courbatures. Peut-être que même il y a des gens qui perdent du poids. Quand on fait une dépression, ça peut être soit la prise, soit la perte. Mais... Donc, ça va avec aussi. Puis même dans le plus concret de la chose, là, si t'es dans une difficulté financière, quand t'es entrepreneur, t'as pas d'assurance. Hein? Fait que tes rendez-vous chez le dentiste, t'as pas d'assurance. Il y a plein de... Ou t'es dans le jus, t'as pas le temps d'aller chez le médecin. Il y a plein de petites affaires de même qu'on pense pas, mais qui peuvent devenir difficile à gérer. Toi, tu es en lancement d'entreprise, Élise, là. Oui, ça se passe là. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Je te dirais que moi, ma lacune, c'est peut-être plus au niveau de me vendre. J'ai jamais fait ça, donc je sors de ma zone de confort. J'aime ça, mais effectivement, je suis vraiment occupée parce que, vu que je le pars un peu sideline, comme on dit, là, ben, je dois avoir d'autres emplois pour avoir une sécurité financière que j'adore. Mais ça fait une semaine de 7 jours, assez chargée. Oui, puis tu dois souvent voir ça, j'imagine. Toi, tu travailles avec ceux, surtout, qui vont partir des entreprises, Guillaume, qu'ils peuvent pas tout mettre dans leur entreprise, fait qu'ils ont comme 3 millions de choses, puis à un moment donné, ben, ils savent plus vraiment où tirer de la tête, là. Ouais, puis c'est pour ça qu'il y a de l'aide qui existe. Je l'ai vécu, tu sais, il y a les cours lancement d'entreprise qui existent, on voit de tout, puis on voit surtout des gens en démarrage, ils ont des idées, ils veulent partir, ils ont une passion, mais ils ont aussi 2 enfants, ils ont aussi une maison à payer, il y a plein de choses qui sont autour, il y a des loisirs. Tu mets le travail de 35-40 heures par semaine, tu rajoutes un cours de lancement d'entreprise une dizaine d'heures par semaine. Il y a les enfants, il y a la passion, il y a les loisirs. À un moment donné, c'est une grosse préparation au fait que tu veux te lancer en affaires puis que tu vas devoir faire des deuils à un moment donné. Ça, c'est difficile. Vraiment. Les gens que ça touche à la maison puis qui se disent « Ah, ben oui, dans le fond, je suis normal de vivre peut-être un peu de difficulté à travers ça. » Je pense que tu as des statistiques pour leur montrer qu'ils sont pas seuls. Je suis tombé en bas de ma chaise. Ah ouais. Vraiment, là, j'ai lu toute la semaine là-dessus. La plus grosse étude, c'est le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, en fait, qui ont sondé 300 entrepreneurs. C'est un échantillon qui est relativement petit, mais j'ai fait quand même mes devoirs en faisant des calculs très scientifiques. 71% de ces entrepreneurs-là ont dit qu'ils vivaient de la détresse psychologique. Ah ouais. Ça me surprend absolument pas. Ce qui est le plus troublant, en fait, c'est que je suis allé sur le site en fait, c'est pas Service Canada, mais c'est le regroupement canadien pour les entreprises. Il y a 260 000 entreprises. Tu fais une règle de 3, 71%. Ça veut dire qu'il y aurait 184 000 entrepreneurs au Québec qui vivent une détresse psychologique. On parle d'entrepreneurs qui sont en affaires. On parle pas ceux en démarrage. On parle pas ceux qui ont des idées. On parle pas des professionnels qui font les deux non plus. Je trouve ça immense, puis c'est un petit peu pour ça qu'il faut démystifier tout ça. Mais puis on sait que ces statistiques-là sont souvent sous-estimées, même parce que c'est pas tout le monde qui va avouer qu'il va pas bien, puis que justement c'est un échantillon de 300 personnes, fait qu'on sait pas si on aurait sondé encore plus de personnes, qu'est-ce qu'on aurait obtenu. Fait que c'est quand même... moi, j'irais avec le mot alarmant. Oui, alarmant, comme pour les étudiants universitaires, là, que ça a été sorti dernièrement, que c'était criant les besoins. Puis moi, ce que je me questionne aussi, c'est que du côté, exemple, du gouvernement, on tarde à mettre des choses en place pour que les professionnels de la relation d'aide soient plus accessibles. On dirait que je comprends pas. Puis je l'ai lu, cette étude-là qui a été faite. En fait, le nom de l'étude s'appelle « Sous ta façade ». Là, il y a un échantillon qui est relativement élevé. On parle de 24 000 étudiants universitaires qui ont été sondés. 58%
qui vivent de la détresse psychologique. On sait il y a une ligne directrice aussi entre les études universitaires puis le travail autonome, l'entrepreneuriat aussi. Donc, on sait que ces jeunes-là, ces étudiants-là qui font des études vont, en fait, pour la plus... Je dirais pas la plupart, mais pour certains, prendre cette ligne-là. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Ce qui a retenu mon attention dans une des stats, au niveau du premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, là, ça varie entre 5 et 10 % d'étudiants universitaires qui ont des idées suicidaires. 10 % je trouve ça vraiment renversant. C'est énorme. Puis ce qui m'a le plus alarmé, c'est qu'au niveau du doctorat, post-doctorat, c'est 30 % des étudiants qui ont des idées suicidaires. Il y a des tentatives de suicide à travers ça. Je trouve ça bouleversant. Je prends ton terme... alarmant. Oui. Vraiment. Ben, moi, je pense que c'est préoccupant, puis que c'est aussi, je pense, un des rôles de Bonheur et vice-versa que de nommer les choses, d'être capable d'en discuter. Puis, bref, effectivement, je pense que tout projet, un doctorat, c'est un bon exemple. C'est une forme d'entrepreneuriat. C'est un énorme projet, faire un doctorat. Puis ça marche pas toujours comme on voudrait. Puis c'est des fois compliqué, puis il y a plein d'embûches. Bref, que ce soit... Peu importe le projet que vous avez, ça se peut qu'il y ait des moments où c'est plus difficile, puis c'est important de ne pas rester pogné avec ça. Là. Et ce que je trouve important aussi, c'est de ne pas commencer à normaliser la chose, parce que là, on n'en parle pas pour normaliser la chose. En fait, on en parle juste pour vous dire à la maison, ceux qui en vivent ou ceux qui en vivent pas, ou de juste comme vous n'êtes pas seul, c'est normal de parler bien des fois, mais il y a des solutions, justement. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche, Maxime, parce que souvent, c'est ce qu'on va dire, tu sais, dans les solutions que papa, maman puis les amis vont dire, c'est juste une pause. Ça va être correct. Ça va s'arranger. Inquiète-toi pas. Faut arrêter ça. Faut prendre le temps d'écouter. Je pense que la première solution pour l'entrepreneur, pour la personne qui vit cette détresse-là, c'est de parler. C'est de ne pas hésiter. Vous avez un réseau, on travaille avec un réseau. Amis, famille, des collègues de travail. Il y a des ressources professionnelles qui sont là aussi, mais je pense que l'entourage proche, vraiment, sont ceux qui vont être le plus réceptifs à comprendre ça, parce qu'ils vivent. Ce lancement d'entreprise-là, cette entreprise-là, les études, bref, on s'implique un petit peu là-dedans. Puis je pense que c'est important pour l'entrepreneur d'en parler, puis pour l'entourage, vraiment d'être à l'écoute des premiers signes qui, tu le disais, Annie, qui sont souvent cachés, c'est sournois, on le voit pas, on laisse aller les choses. Il y a aussi les professionnels de la relation d'aide qui peuvent nous aider, Guillaume, comme les conseillers d'orientation. Annie, justement, à la fin de l'émission, tu as préparé une chronique pour expliquer à nos auditeurs comment les conseillers d'orientation peuvent aider les entrepreneurs. Absolument. On en parle vers la fin de l'émission. Oui, vers 11h40 environ. Puis tes chroniques sont toujours très intéressantes. Fait qu'on invite les gens à demeurer à l'écoute pour cette chronique. Il y a aussi d'autres formes de soutien, Guillaume. Le répertoire 211 est vraiment super intéressant. J'ai fait une recherche au niveau des ressources en santé mentale. Capitale nationale Chaudière-Appalaches, il y en a au-dessus de 40. Fait que c'est intéressant. C'est pas tous des professionnels de la santé mentale au niveau de l'entrepreneuriat, mais je pense que d'aller consulter, de lancer une perche, on est un réseau qui se parle. Ça va vraiment aider la personne à trouver ce chemin-là, que ce soit un CO, que ce soit un psychothérapeute, que ce soit un professionnel. Moi, est-ce que je suis habilité à le faire? Oui, mais je travaillerai pas en profondeur. En profondeur là-dessus. Je vais référer vraiment un professionnel, mais je vais comprendre cette réalité-là de la détresse chez l'entrepreneur. Je vais accueillir ce qu'il y a à dire au niveau de la détresse. Puis là, on va se parler, puis on va briser les tabous. Là. Mais de la même manière aussi, moi, quand les gens m'appellent en orientation, si je me rends compte qu'ils ont une ressource plus accessible pour eux que moi, parce qu'évidemment que ça coûte des sous venir me voir en pratique privée, généralement, je les réfère vers une autre ressource. Fait que, vous pouvez aussi vous permettre de contacter un professionnel puis vous assurer est-ce qu'il répond à mes besoins, puis si non, est-ce qu'il peut m'aider à trouver autre chose? Ça, les gens, des fois, ne le savent pas, mais c'est la job des professionnels de référer s'ils ne sont pas qualifiés ou s'il y a des meilleures ressources que eux. Fait que n'ayez pas peur. Il y a un côté éthique à l'arrière de ça que la majorité, j'espère, des professionnels prennent en compte. Il y avait aussi les PAE. Oui, programme d'aide aux employés. Souvent, quand on est salarié, on a accès à des rencontres gratuites avec psychologues, psychothérapeutes, professionnels, vraiment au niveau de la santé mentale. Ne pas hésiter, ne pas attendre justement que ce soit
trop tard. Et Finalement. je vous invite justement à vraiment prendre ce conseil-là, Guillaume, ce dernier conseil, au sérieux, parce que si vous demandez de l'aide un peu trop tard, les délais d'attente sont tellement longs qu'après ça, ça va prendre, vous en aurez besoin là, puis ça marchera pas comme ça. Fait que quand vous sentez que vous avez un certain besoin, parlez-en au moins à votre médecin de famille. Il sera pas surpris pendant tout, là. Ils sont ouverts, ils en reçoivent souvent dans leur bureau. Guillaume, c'était donc ta dernière chronique de la saison, un sujet un peu, j'allais dire lourd, non, mais tu sais, un sujet différent. C'est la réalité, hein? Oui, c'est Moi, la ça réalité. me fait plaisir qu'on en ait parlé. Oui, vraiment. vraiment. Je trouve que ça termine bien la saison, puis ça prouve que même si on est bonheur et vice-versa, là, on lance pas juste des fleurs, on est capable aussi de parler des vraies choses. Hein? Ouais. Il faut, hein? Mm-hmm. Il faut se le donner. Puis dans la dernière chose, en fait, c'est qu'on parle beaucoup de savoir des choses au niveau des études, au niveau de l'entrepreneuriat, mais on peut-tu enseigner comment se respecter, comment respecter ses limites, comment détecter ses signaux d'alarme. Oui, puis ses émotions, puis en parler à travers les cours, je pense que ça serait la meilleure des solutions. Est-ce qu'on peut annoncer la bonne nouvelle à nos auditeurs? Je sais pas, oui. Tu seras de retour avec nous. Tu seras de retour avec nous pour une autre saison. Je suis vraiment content de continuer avec vous autres en 2020. Encore plein d'autres sujets, plein d'invités, puis plein de surprises. De plaisir. Ouais. Et en terminant, je te fais une petite fleur à toi, puis aussi à un des jeunes avec qui on travaille à l'école Odilon-Gauthier. On salue les gens d'Odilon-Gauthier s'ils nous écoutent. Donc, présente la chanson. Oui, en fait, Alex, qui est un auteur-compositeur-interprète qui essaie de percer, c'est une chanson qui m'a beaucoup marqué avec Alex. Fait que je lui lance une petite fleur juste pour lui dire salut puis dire go, ton projet entrepreneurial, il est trippant, fonce, puis vas-y, on t'encourage. Go Alex! Go Alex! Alors, c'est Alex Claude Jalbert à Chiz 94.3 avec sa chanson Plus rien. Juste après la pause musicale, on est en entrevue avec Suzy Patton qui vient nous parler, elle aussi, d'entrepreneuriat, mais au niveau collégial cette fois-ci. Très intéressant. Très intéressant. Alors, on se rejoint juste après la pause musicale. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. D'écrire sur les mêmes thèmes, t'es juste un artiste triste de plus dans la vingtaine. Vous êtes tous les mêmes avec le même problème. Chanter pour celle qui l'aime dans l'espoir qu'elle revienne. J'aimerais te dire que c'est faux, me différencier des autres en vérité. Je n'ai rien à foutre, je préfère ne pas suivre le troupeau. Et les gens te pointent du doigt quand tu sembles un peu différent. Plus rien ne semble magique une fois qu'on est devenu grand. Et c'est triste à dire, rien ne m'attriste. Comme plusieurs mes souvenirs me laissent des cicatrices. Je fais semblant de rien voir, d'être lunatique, mais je connais très bien la suite. Et c'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Non, non, non. Et on est tous dans le même bateau, sans sortir, c'est pas la mer à bord. Plus fort, j'ai donné mon cœur trop tôt, tout ça finit par me décevoir. Mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, c'est que des remises en question. Toi t'es toujours là pour tout le monde, un jour faut retenir la leçon, que les autres sont là par intérêt. À quoi bon vivre si on peut pas briser les règles? Je suis en chute libre depuis trop longtemps, je sais. Allure de dur à cuire, sur mon armure je saigne. Plus rien ne m'attriste, plus rien ne m'attriste. Et comme tout le monde, mes souvenirs me laissent des cicatrices. J'ai semblant de rien voir, d'être lunatique, mais je connais très bien la suite. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Tantôt, j'ai fait une petite erreur au niveau du nom du chanteur. En fait, allez sur YouTube et tapez Alex Albert et surtout Cloud, c'est son nom d'artiste. Vous écoutiez Plus rien à Bonheur et vice-versa.
C'est très joli. Oui, puis c'est le fun parce que c'est un jeune avec lequel on travaille, puis sa passion, c'est la musique, puis il aimerait ça partir un projet avec ça. On aime ça, faire découvrir des choses à BVV. On aime ça. On aime ça. Et à BVV, surtout, on vous informe sur le monde du travail, de la relation d'aide, de l'orientation. Et avec Élise, on apprend un peu plus sur le monde des nouvelles. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Alors, il y a une autre nouveauté aussi à partir de l'hiver. Oui. On a su que Guillaume allait revenir avec nous pour la prochaine saison. Ouais. Et là, Élise, tu as tout un défi. Oui. Ben, oui. Ça va être quoi, ce défi-là? Ce défi est que je serai temps plein la saison prochaine. Exactement. Donc, je vais être là à chaque semaine. Alors, on va avoir une journaliste unique durant toute la saison. Tu as trop fait de la bonne job cette saison-ci. Ah, ben, je suis contente de l'entendre. On a mis l'autre dehors, puis on te garde juste toi. Mais non! L'autre a eu une promotion. L'autre a eu une promotion. On va entendre de parler avec elle la saison prochaine. OK. C'est bon. Alors, tu nous as parlé tantôt de ressources pour l'hyperactivité qui seront sur notre page Facebook. Exact. Et là, on se tourne vers, je crois, des conseils que tu donneras pour quel est le moment idéal pour quitter un emploi. Oui, ça fait un peu suite à ce qu'on a parlé. Là, quand on se sent pas bien, il faut prendre le temps de s'interroger. Quand on est insatisfait au travail, en fait, là, il y a des signes comme la tristesse, le sentiment d'être désengagé, démotivé, l'impression que tout nous tape ses nerfs, tu sais, au travail. Et puis, ça parlait dans l'article le syndrome du dimanche soir. Tu sais, là, t'as pas hâte de rentrer au travail le lundi, là, et même d'un retour difficile de vacances. Fait que ça, c'est de voir si les signes persistent dans le temps, d'aller se poser des bonnes questions, parce que c'est du cas par cas. Il y a pas de bon ou mauvais moment pour quitter un emploi. C'est juste de vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et dans l'article, ça donne quelques questions qu'on peut se poser. Là. Ce que j'ai compris, Élise, en fait, un peu dans ta description, c'est que c'est comme un peu pour les signes de la dépression, dans le sens où si c'est une fois, ça peut être ponctuel. Qu'elle nomme là, c'est pas mal les 3 indicateurs du burn-out. Oui, c'est ça. Hein? Mais c'est plus vu comme l'insatisfaction au travail, comme le premier degré qui arrive. Là, tu commences à te questionner, t'es triste et tout. Fait qu'on on va pouvoir poursuivre sur le burn-out après parce que c'est ma deuxième nouvelle. Là. Mais c'est comme les premiers signes qui apparaissent. Puis ça dit, est-ce qu'on doit quitter son emploi ou non? Et là, dans l'article, c'est bien important de se poser les bonnes questions. Donc, je vous amène quelques questions à vous poser à vous-même si vous êtes dans cette situation-là. T'es rempli de ressources aujourd'hui. C'est ça, mais on donne des beaux tips aux auditeurs. Depuis combien de temps vous vivez ce sentiment d'inconfort au travail? Est-ce que c'est la première fois que vous vivez ce type d'inconfort au travail? Avez-vous l'emprise sur ce qui doit être changé? Quels éléments permettraient d'améliorer la situation? Est-il possible d'exprimer les insatisfactions au travail? Puis est-ce que vous sentez une détérioration au niveau physique et psychologique? Donc, ça fait combien de temps que ça dure, ces questionnements-là? Puis est-ce que tu as l'impression que ça empire? C'est ça, pas mal en général, là, si on résume le tout. Donc, ce serait de se poser ces questions-là et puis de voir... parce que qu'est-ce qui nous garde au travail? C'est un peu le besoin de sécurité, sécurité financière, tout l'investissement qui a été mis. Puis c'est de voir est-ce que je suis prête à compromettre ça pour mon bien-être ou il y a moyen d'agir au travail pour changer le niveau de satisfaction. Et on peut réfléchir aussi à toute cette question-là avec un conseiller d'orientation parce que souvent les gens n'y pensent pas, mais on œuvre aussi en réorientation. Ben, puis même, je dirais, moi, beaucoup de ce que je fais dans mon travail, c'est ce que j'appelle du counseling de carrière. Oui. Donc, les gens, ils ne changent pas d'emploi finalement, mais on travaille ensemble à ce qu'ils s'adaptent à leur emploi actuel puis qu'ils en tirent le maximum puis qu'ils, eux, réussissent à s'adapter puis à se trouver un sens dans le travail qu'ils font déjà. Parce que des fois, tu as un enfant, tu as une maison, tu peux peut-être pas tout le temps, c'est peut-être pas toujours réaliste avec tes autres domaines de vie de décider que tu vas partir sans savoir puis que tu changes de carrière, tu retournes aux études. C'est pas toujours faisable non plus. Non, en effet. Puis moi, je pense un peu, mettons, aux gens en réadaptation. Il y a des gens, exemple, qui vont se blesser physiquement. Ils pourront plus continuer, mais ils vont continuer pareil en pensant qu'il n'y a plus rien à faire. Exemple, à la Croisée, l'organisme où je travaille, ben nous, on travaille aussi en réorientation. Puis on aide les gens à se replacer sur le marché du travail. Puis quand on va chercher des ressources, ça se peut tomber heureux au travail quand on ne l'était plus avant.
Ben, c'est ça, les clients qui arrivent qui disent je suis plus heureux au travail, je veux changer. T'sais, c'est souvent la solution facile, mais de se poser les bonnes questions, identifier le problème, voir si on peut agir dessus, c'est vraiment important. T'sais. Par la suite, tu nous parles, on continue un peu dans la même thématique du burn-out, comment prévenir l'épuisement professionnel. Hey, aujourd'hui, on y va. Ouais, il n'y a plus personne qui va être malade par la suite. On les a soignés. Oui, Bonheur et vice-versa va curer l'ensemble des maladies du travail du Québec. Mais je trouve ça quand même important de l'aborder. Oui. Surtout à ce temps-ci, comme il parlait Guillaume, là, il y a plus de soleil, on est souvent isolé, le temps des fêtes s'en vient, il y en a que ça stresse, financièrement c'est stressant aussi. Le burn-out, dans le fond, dans l'article, c'est décrit comme étant de brûler de l'intérieur un peu. Puis ça dit que c'est des signes physiologiques au début parce que c'est un stress soutenu et c'est vraiment insidieux comme problématique. Souvent, la personne qui est en épuisement professionnel ne s'en rend pas compte. Les caractéristiques des personnes qui sont sujettes à faire un burn-out, c'est des personnes qui ont tendance à en faire beaucoup, de ne pas arrêter de penser au travail. Donc, il n'y a pas de limite entre le professionnel, personnel. C'est quelqu'un qui est toujours disponible, puis qui est tout le temps occupé. Tu sais, l'auto-accélération, là, c'est vraiment... ils ont besoin d'être occupés dans leur vie. Ils tiennent pas compte de leurs limites, sont perfectionnistes, puis sont en quête de reconnaissance souvent. Donc, c'est les personnes sujettes à... Moi, j'aimerais ça nuancer un petit peu parce que quand même, le burn-out, c'est quelque chose aussi de multidimensionnel. Fait que, tu peux avoir des caractéristiques personnelles qui te prédisposent à... Exact. Mais l'environnement, le milieu où tu es aussi... Fait que des gens qui peuvent ne pas avoir ces caractéristiques-là, mais dans un milieu que je vais appeler aliénant, là, qui pose problème, ben, tu peux développer quand même un burn-out. Là. Quand je veux dire aliénant, ça veut pas dire que tes boss sont pas fins, là, mais ça peut vouloir dire que pour toi, comme personne, tu réagis à certaines choses puis que ça marche juste pas. Oui, c'est vraiment un bon point. Puis ça touche autant les hommes que les femmes. Et puis, Maxime ça parle... est en train de rire de moi. Pas en tout, non, c'est parce que, on va dire à la maison, en radio, des fois, on a des petits patois. Ma collègue sait exactement, et là, je la vois travailler fort pour choisir d'autres mots. T'es cute quand tu forces la face. Merci. On va poursuivre. Oui, on poursuit. On enchaîne. Dans le fond, c'est ça. Ça dit que la société a joué aussi là-dedans parce que l'hyperactivité est vraiment valorisée. Là. Aussi, de faire 1000 choses à la fois. Et les nouvelles technologies font qu'on est tout le temps rejoignable. Donc, c'est vraiment difficile de mettre des limites. Puis, dans les comment prévenir le burn-out, ça dit d'identifier les lieux d'usure. Donc, est-ce que c'est mon téléphone, je suis tout le temps disponible? Est-ce que c'est un collègue de travail? Est-ce que essayer d'aller jouer là-dessus, apprendre à mettre ses limites, prendre soin de soi au travail, donc redonner un sens au travail, se ressourcer au travail, prendre des pauses et aussi, si on se sent tendu, peut-être aller prendre une marche, bouger, ça l'aide de bouger physiquement. Puis, si vous êtes en burn-out, c'est de reconnaître les symptômes et d'aller consulter un professionnel de la santé. Je pense qu'on a donné pas mal de ressources tantôt. Là. Exactement. Puis on va tous, en fait, les mettre sur notre page Facebook aussi dès cette semaine. Et on a déjà aussi des publications qui ont été faites avec des ressources coup de cœur qu'on partageait à nos auditeurs à tous les dimanches. Tout ça, ça peut vous aider. En tout cas, vous en avez de la ressource, ça, c'est clair. Oui, c'est ça. À toutes les semaines, on a un partenaire qui nous aide à trouver ces nouvelles-là, Élise. Oui, c'est Orientation. Donc, je vais chercher mes nouvelles-là, puis c'est des nouvelles qui sont ultra intéressantes. Ça touche le monde de l'orientation, mais aussi de la relation d'aide, puis le marché du travail, l'éducation. Donc, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Oui, puis Orientation, dans le fond, vous pouvez vous rendre sur le site orienteaction.ceric.ca et vous pouvez vous abonner à la newsletter et vous allez recevoir directement le meilleur des nouvelles à tous les jeudis dans votre boîte aux lettres. Alors, on remercie notre partenaire de nous avoir suivis tout au long de la saison. On s'en va en pause publicitaire et juste après la pause publicitaire, on est avec notre invité de la journée. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Les Gonzesses, c'est une émission de discussion aux saveurs féminines qui fera place à des sujets autant tabous et sérieux, causés et ludiques. Cette émission n'aura rien de trop féministe, rien de trop vulgaire. On se permet juste de se dire les vraies affaires. C'est un rendez-vous chaque lundi soir 20h30 sur les ondes de Chiz 94.3. Sur une distance de 20 mètres, la coupe vanille au bout du pied. Balle frappée solidement par White du côté gauche. Circuit! Les Capitals qui reprennent les devants. Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
le sait, la musique a le pouvoir de faire de grandes choses, tant sur le plan individuel que collectif. Les Dames en blues, c'est votre émission pour en connaître davantage sur les origines du blues en tant que voie d'émancipation populaire des femmes et dans la lutte historique pour les droits civils. Rendez-vous samedi 11h pour explorer les influences et l'immense postérité de ce style de musique. Parce que le blues, ça se vit. Inspiration, innovation, création. À Bonheur et vice-versa, on aime la différence. Voici notre invité inspirant de la semaine. Alors, cette semaine, on a décidé que notre invitée était une invitée inspirante, en plus d'être une invitée professionnelle. Pourquoi choisir quand on peut tout avoir? Exactement, et c'est Suzy Patton qui a tout pour elle. Bonjour, Suzy. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, bienvenue. Alors, nous, on t'avait déjà eu en entrevue il y a quelques temps. Tu étais venue parler, en fait, d'un projet pour lequel tu travaillais. Rappelle-moi déjà. Oui, c'était l'organisme Interaction, donc un organisme que j'ai eu la chance de cofonder, en fait, pendant mes études de maîtrise. Oui. Avec d'autres collègues là, de différents domaines, donc pour les adolescentes victimes d'intimidation. Puis on s'était pas assez intéressé à toi, à mon avis. Puis tu es récipiendaire aussi du prix de la relève en 2018 de l'OCCEQ. Oui, exactement. Donc je trouvais ça très important de t'avoir pour pouvoir parler un peu plus de ta carrière parce que tu es quand même une CO qui est différente. Tout à fait, tout à fait. Je pense que j'ai suivi un parcours un petit peu atypique qui a pris tout son sens récemment, en fait, dans mon cadre, dans le cadre de mon travail au Exactement. Cégep. Parce que dans le fond, tu es une CO aux couleurs entrepreneuriales. Exact. Tu as travaillé longtemps en option travail. Oui, tout à fait. Donc, en entrepreneuriat aussi. Oui, exactement. En fait, j'ai découvert l'entrepreneuriat pendant mes études au bac en orientation. J'ai eu la chance de travailler pour un projet d'été que plusieurs connaissent, là, le projet des CJS. Oui. Puis j'ai vraiment eu la piqûre entrepreneuriale. Coopérative jeunesse de service pour ceux qui ne connaissent pas. Tout à fait, merci. Donc, en fait, c'est ça, c'est un projet d'été où est-ce que les adolescents mettent en place une petite entreprise coopérative. Puis au-delà des connaissances qu'ils acquièrent au niveau du marketing, la comptabilité, tout ça, c'est vraiment le pouvoir d'action qu'ils développent qui m'a vraiment interpellée. C'est rare qu'on a la chance de faire vivre des réussites qui appartiennent à ce point-là aux jeunes puis aux gens qu'on accompagne. Donc, c'est vraiment ça. Tu as commencé par une coopérante, puis après ça, tu es devenue l'une des superviseurs des coopérantes chez Option Travail. Oui, exact. Et tu as travaillé pendant plusieurs années. Dernièrement, tu as quitté Option Travail pour te diriger vers le milieu collégial. Oui, exactement. Donc, je suis aujourd'hui conseillère pédagogique en entrepreneuriat au Cégep de Sainte-Foy. Donc, j'étais très contente là, d'obtenir ce mandat-là parce que ça réunit vraiment ma passion pour tout ce qui touche à l'enseignement puis au développement entrepreneurial. Enseignement? J'ai eu la chance d'être chargée de cours là, à l'université ici pendant 2 ans aussi dans un cours de bac également. Et donc, tu n'es pas à titre de conseillère d'orientation au Cégep de Sainte-Foy, mais tu gardes toujours ton titre. J'imagine aussi que ça aide d'avoir étudié en orientation pour faire ce travail-là. Tout à fait. Puis, en fait, il y a beaucoup de liens entre l'orientation puis le développement de l'entrepreneuriat. Puis, des fois, on le voit pas au premier abord, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très transversal à toutes les professions, toutes les carrières. C'est vraiment une façon d'aborder le marché du travail, d'aborder ses études aussi, parce que de vivre un projet entrepreneurial dans le cadre de ses études, ça permet de se découvrir, d'expérimenter, puis de forger un petit peu son identité. Donc, pour moi, les liens sont très, 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 très évidents, en fait. Puis, c'est toujours avec ma lunette un petit peu de conseillère d'orientation que je développe les différents projets. Ouais, exact. Et un peu partout, dans les écoles, les universités, on a des incubateurs qui sont partis. Ici, à l'Université Laval, on a la centrale et Entrepreneuriat U-Laval. Toi, tu as eu un suivi avec ton entreprise, Annie, justement, avec Consult Option. Absolument. On salue ta collègue Josiane, notre ancienne co-animatrice. Allô, Josiane! Allô! C'est des services qui sont vraiment aidants, gratuits. Et maintenant, pour les étudiants. Pour les étudiants. Et les diplômés, je crois. Oui, tu as raison. Oui, diplômés aussi. C'est gratuit aussi pour les diplômés? Oui, puis je crois que c'est vraiment sur un long terme. Oui. Alors, mais du côté du Cégep de Sainte-Foy, il y a quelque chose qui est parti il n'y a pas très longtemps, que de loin, moi, j'avais l'impression que c'était comme un incubateur. C'est une super bonne question, en fait, parce que on a démarré un parcours entrepreneurial au Cégep de Sainte-Foy. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on se positionne un petit peu différemment des services qui sont offerts à l'université. En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de développer ce qu'on appelle l'esprit d'entreprendre des étudiants. Donc, on est un petit peu moins au niveau du démarrage d'entreprise. On est vraiment au niveau du développement des qualités et compétences entrepreneuriales. Donc, ce qu'on souhaite finalement, c'est d'outiller nos étudiants pour qu'ils puissent devenir des acteurs de changement dans leur milieu. Donc, développer leur leadership, leur créativité, leur sens de responsabilité, tout ça. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des intrapreneurs? Oui, en partie.
Dernièrement, j'ai vu, je ne sais pas si tu peux me répondre, là, mais j'ai vu comme 2 termes. Intrapreneur, un concept qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je fais un travail universitaire là-dessus. Puis j'ai vu quelqu'un qui utilisait auto-entrepreneur. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est la même chose ou c'est moi qui n'utilise pas le bon terme? Ou... Oh, c'est une bonne question. Tu vois, Ouais. auto-entrepreneur, c'est la première fois que j'entends moi aussi. ce terme-là. Moi aussi, c'est la première fois que je l'entends. C'est intéressant, mais en fait, l'intrapreneuriat, nous, comment on le définit, là, c'est vraiment l'action d'entreprendre. Tu mets en œuvre tes qualités, compétences entrepreneuriales dans une structure qui est déjà existante. Donc, ça peut être, par exemple, dans un emploi de salarié où est-ce que tu vas développer un nouveau projet, ou ça peut être aussi, par exemple, en milieu scolaire où est-ce que tu vas développer un projet directement au cégep ou dans ton milieu ou à l'université. Comme la création de Bonheur et vice-versa, puis la coordination, c'est un projet entrepreneurial. Exactement. Donc, on a vraiment une vision inclusive de ça au collégial. Ce qu'on souhaite, c'est donner les outils là, à nos étudiants pour qu'ils puissent s'épanouir, peu importe leur projet. En fait, souvent, l'entrepreneuriat, on associe ça au démarrage d'une PME, par exemple, mais ça peut être un projet d'entrepreneuriat collectif, ça peut être un projet intrapreneurial, comme on en a parlé, puis ça peut être dans différents domaines, et ça peut être des projets de développement durable aussi, par exemple. Est-ce que tu es la seule ressource au Cégep de Sainte-Foy qui s'occupe de ce programme-là? En entrepreneuriat, je suis la seule conseillère pédagogique en entrepreneuriat, mais on a différents collaborateurs. Là, donc, je travaille avec d'autres conseillères pédagogiques pour développer notre parcours entrepreneurial crédité. J'ai aussi la chance d'avoir une super équipe là, avec une coordonnatrice, une technicienne, puis nouvellement une animatrice en entrepreneuriat qui est avec nous quelques heures par semaine. Tu dis un parcours entrepreneurial. Oui. Pour nous, c'est peut-être un peu plus clair parce qu'on est un peu dans ce monde-là, mais même moi, ça reste un peu flou. Là. C'est quoi un parcours entrepreneurial? C'est une très bonne question. En fait, je pense que ça peut se décliner de différentes façons. Puis, ce qui est intéressant, je crois, dans l'offre actuelle au niveau collégial, c'est que chaque cégep a un peu sa couleur en entrepreneuriat. Mais du côté du cégep Sainte-Foy, le parcours vise vraiment à s'intégrer à un programme d'études. Donc, par exemple, là, on a le programme de technique de design de présentation, où est-ce que les étudiants sont amenés à développer des contenus entrepreneuriaux, en fait, dans leur première session. Donc, première session, on leur parle d'entrepreneuriat, on fait le lien entre l'entrepreneuriat puis leur carrière. Donc, la graine est déjà semée dès le début des études. Là. Exactement. Puis moi, j'ai comme l'impression qu'en arrière de ça, il y a quand même une idée au niveau de la motivation scolaire puis du raccrochage. Tout à fait. C'est une valeur ajoutée à leur cheminement, en fait, peu importe qu'ils souhaitent se lancer en affaires ou non. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant, comme tu mentionnais, Annie, c'est que c'est dès le début de leurs études, puis c'est l'ensemble de la cohorte aussi qui va être sensibilisé à l'entrepreneuriat, parce que c'est pas... c'est un peu nébuleux, parfois, ce qu'on entend par entrepreneuriat. Par exemple, moi, j'ai cofondé un organisme communautaire, puis je me disais, oh non, moi, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Fait que des fois, on a une perception un petit peu biaisée de ce que c'est. Effectivement. Moi, j'ai ma pratique privée, je me dis encore que je suis pas entrepreneur. C'est ça, exactement. Alors que tu l'es tout à fait. Donc, de démystifier ça dès la première session, puis de faire des liens directement avec le domaine d'études des étudiants, c'est super porteur. Mais là, c'est pas tous les étudiants qui ont cette opportunité-là. Est-ce que c'est un choix qu'ils font? Ou... En fait, on s'est divisé en 3 volets. Donc, le premier volet, c'est vraiment tous les étudiants qui ont accès à des contenus en entrepreneuriat dans leur cours. Deuxième volet, c'est au choix de l'étudiant. Donc, ils ont des options à prendre, là, un cours complémentaire sur l'esprit d'entreprendre. Donc, on va parler entre autres du modèle d'affaires et tout ça. Puis, un cours d'éducation physique aussi à savoir entrepreneurial. Hein? Ouais, oui. Mais dis-nous en plus. En fait, c'est super intéressant. C'est un cours de cyclotourisme intensif qui a été développé pour les étudiants du parcours entrepreneurial pour leur permettre vraiment d'expérimenter le leadership, le travail d'équipe, l'équilibre de vie aussi. On en parlait, Guillaume en parlait un petit peu plus tôt au niveau de la santé mentale des entrepreneurs. C'est quand même un enjeu. Donc, le fait d'intégrer du sport, entre autres, là, à son équilibre de vie peut être vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment une expérimentation à ce niveau-là. Puis, donc, ça, c'est les deux options, finalement, que les étudiants peuvent choisir dans le deuxième volet. Puis, le troisième volet, on les accompagne dans la réalisation d'un projet concret. Donc, ça peut être un projet entrepreneurial ou intrapreneurial, comme on parlait tout à l'heure. C'est intéressant de voir tout ce parcours-là, comment il a été monté et tout. Puis, je trouve que ça répond justement à les principes pédagogiques de l'éducation aussi. Présentement, je fais mon projet de maîtrise de groupe dans une école d'éducation aux adultes à Odilon-Gautier. Et dans mon idée, au départ, je voulais en fait aider au raccrochage scolaire et essayer de contrer le décrochage scolaire par l'entrepreneuriat. Mais j'avais pas encore lu de statistiques ou d'études et finalement, il y en a beaucoup d'études qui sont faites sur le fait que l'entrepreneuriat peut être une forte motivation à rester à l'école.
Tout à fait. Puis ça peut donner un sens différent à nos apprentissages aussi, fait que c'est très intéressant. Exactement. Donc, je pense que c'est un bel outil à utiliser dans les écoles si des fois on est un peu à court d'idées au niveau du raccrochage et du décrochage, qui est quand même un phénomène pas rare au Québec. Donc, voilà. Tout à fait, tout à fait. Tu as une mission essentielle. Oui, exactement. Puis je pense que, tu sais, au-delà de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat, je pense que ce qui est le plus important, c'est de leur permettre de découvrir leur plein potentiel, en fait, au travers de tout ça, puis leur permettre d'entreprendre, leurs études, leur carrière, mais au final, leur vie. Mm-hmm. Puis moi, ce qui m'intéresse, parce que comme tu le disais, Maxime, c'est vrai que c'est un peu flou, puis même quand on est entrepreneur, c'est un peu flou un peu ce qu'on fait. L'accompagnement que toi, tu fais, tes tâches, ça consiste en quoi? Donc, tu es conseillère pédagogique à l'entrepreneuriat, mais tu fais quoi au Cégep de Sainte-Foy? Je fais beaucoup de mandats diversifiés. Donc, en fait, il n'y a pas une journée de pareil, mais grosso modo, en fait, au niveau du parcours, j'ai la chance d'accompagner les professeurs, en fait, là, dans l'intégration des contenus entrepreneuriaux dans le cadre de leurs cours. Je m'occupe aussi de la supervision du club entrepreneur. Donc, on a un club entrepreneur étudiant qui est en parascolaire. Donc, avec notre animatrice en entrepreneuriat, on s'occupe de vraiment faire vivre des expériences entrepreneuriales à nos étudiants. On a aussi, en fait, en ce moment, on a beaucoup de travail au niveau du développement de notre troisième volet. Donc, vraiment le volet de mise sur pied du projet, tout ça. On développe des outils qui vont pouvoir servir aux étudiants pour développer des apprentissages, puis par le fait même soutenir leur projet. Donc, beaucoup de choses variées. Puis, on a aussi des activités entrepreneuriales, en fait, qu'on soutient, entre autres par le biais d'une collaboration intercollégiale. Donc, ça, c'est quand même une nouveauté de cette année, là. On collabore pour mettre en place différentes activités. Par exemple, un concours d'idées d'affaires. Au lieu qu'on fasse notre concours de notre côté au Cégep de Sainte-Foy, on collabore avec 5 autres cégeps de Québec, puis le Cégep de Lévis, pour vraiment faire des événements un petit peu plus d'envergure. Ah, puis ça devient un concours de capitale nationale, puis exact. C'est encore plus trippant pour les gens qui y participent. Exactement. Puis pour les étudiants, c'est une super belle occasion de réseautage, de rencontrer des étudiants de d'autres établissements qui partagent les mêmes passions. Donc, en fait, on a beaucoup de différentes activités, différents leviers pour rejoindre la communauté collégiale pour les amener à développer l'entrepreneuriat. Donc, mon mandat touche un peu à ces différents éléments-là, puis me permet, en fait, de développer aussi à partir des besoins qu'on voit émerger, là. Donc, dans le fond, tu es une véritable entrepreneur au Cégep de Sainte-Foy. C'est sûrement pour ça aussi qu'on est venu te chercher, puis on voulait avoir quelqu'un comme toi pour partir le projet. Je pense que oui. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qui m'habite, c'est sûr. Moi, là, oui. Mais c'est ça, j'ai vraiment la petite fibre entrepreneuriale, intrapreneuriale, là, donc c'est ce qui me passionne aussi. Est-ce que tu as le temps d'avoir d'autres petits projets entrepreneuriaux? Parce que je sais qu'avant, tu étais dans plein de projets un peu à gauche et à droite. Là, c'est peut-être... Je ne sais pas à quel point c'est prenant de partir un projet comme ça dans un cégep, mais ça doit. Oui, tout à fait. Ouais. Puis en fait, c'est drôle que tu poses la question. J'ai pris la déchirante décision, en fait, de quitter mon mandat pour Interaction à l'été dernier parce que ça a commencé à en faire beaucoup. Puis justement, on en parle beaucoup, là, la santé mentale des entrepreneurs, l'équilibre de vie. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire attention aussi. Puis si on veut être pleinement épanoui dans ce qu'on fait, je pense qu'il faut qu'on prenne un petit moment de recul des fois aussi, puis se laisser des moments de pause, là, où est-ce que notre cerveau n'est pas toujours en train de réfléchir. Ça fait du bien. C'est pas parce qu'on aime beaucoup quelque chose que nécessairement il faut se brûler à continuer dedans. Non, exactement. Puis j'ai eu la chance, en fait, avec Interaction, c'était un projet d'entrepreneuriat collectif. Donc, c'est pas un projet qui m'appartient, c'est vraiment un projet qui appartient à la communauté. Donc, quand j'ai annoncé que j'ai quitté mon emploi là, de directrice générale, ce qui est vraiment super, c'est que le projet continue. Oui. Puis qu'il y a une super belle relève, un super conseil d'administration aussi derrière ça. Donc, c'est vraiment la beauté, je pense, aussi de l'entrepreneuriat collectif. Oui, puis en plus, je trouve que ça répond aussi à la définition de l'entrepreneuriat social, conscient, de pouvoir justement que les entreprises comme ça, les OBNL et tout, puissent perdurer dans le temps. Oui, tout à fait. Exact. Et aider la communauté aussi avec leurs services. Exactement. Et là, s'il y a des parents qui nous écoutent ou des jeunes du Cégep de Sainte-Foy ou d'ailleurs, justement, puis qui se disent, moi, j'aimerais ça aller au Cégep de Sainte-Foy à cause de l'entrepreneuriat, c'est quoi la plus-value qu'on peut leur dire? Je pense qu'une des grosses plus-values, c'est le fait que peu importe le profil de l'étudiant, on a une offre en entrepreneuriat à lui proposer, que ce soit en parascolaire ou dans le cadre des cours. Puis c'est quelque chose qui est en plein développement. Donc, c'est super actif. Vous êtes ouvert aux idées, j'imagine? Oui, tout à fait. Puis on a une vision qui est très décloisonnée de l'entrepreneuriat. Donc, on en parlait tout à l'heure. On veut développer l'esprit d'entreprendre des étudiants, leur qualité compétences entrepreneuriales. Donc, on peut vraiment s'amuser par rapport à ça puis aller plus loin dans différents types d'activités. Parce que c'est pas parce que tu peux pas participer à un concours de pitch, par exemple, que t'es pas entrepreneur. Donc voilà, on essaie de diversifier notre offre au maximum. Fait que je pense que c'est une belle valeur ajoutée pour les étudiants du Cégep.
Ben, tu parlais aussi de plusieurs opportunités pour les étudiants et tout ça, puis je sais que tu voulais beaucoup parler du défi Ose entreprendre. Oui. En terminant. Oui, tout à fait. Bien, en fait, les défis Ose entreprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est anciennement le concours québécois en entrepreneuriat. C'est une initiative d'envergure là, au Québec. Donc, en capitale nationale, là, ça se déploie du primaire à l'université. Du côté du cégep, on va tomber en recrutement de projets étudiants très prochainement. Donc, date limite d'inscription le 10 mars. Mais s'il y a déjà des étudiants, même hors cégep, là, ça peut être pertinent, je pense, pour tout le monde qui fait de l'entrepreneuriat. On soutient le dépôt des candidatures pour le défi Ose entreprendre. Donc, s'il y a des étudiants du cégep qui écoutent ça, d'ailleurs, faites-moi signe. Je veux peut-être préciser de faire attention aussi avec les critères d'admission, parce que l'année passée, Bonheur et vice-versa voulait participer et on a cru qu'on n'était pas admissible, et j'ai été voir un conseiller en entrepreneuriat et on m'a dit finalement qu'on aurait été admissible. Alors, watch out cette année! C'est un très, très bon point, Maxime. Effectivement, le volet scolaire, là, il y a beaucoup de projets que vous faites probablement déjà qui sont admissibles. Fait que c'est simplement de remplir le formulaire d'inscription. Et d'aller voir peut-être un conseiller en entrepreneuriat dans votre école, votre cégep. Oui, venez me voir, ça va me faire un grand, grand plaisir. Et si on veut avoir des informations un peu plus sur tout ce volet-là, j'imagine qu'on peut aller sur le site du cégep de Sainte-Foy? Oui, tout à fait. Il y a une section Entrepreneuriat Sainte-Foy, puis on a aussi une page Facebook Entrepreneuriat Sainte-Foy que vous pouvez suivre. Donc, on y met toutes les actualités entrepreneuriales du cégep, et hors aussi, on partage différentes initiatives au niveau de l'écosystème entrepreneurial aussi. Super. Bien, on t'invite, si jamais tu as des nouvelles que tu voudrais diffuser au grand public à Bonheur et vice-versa. T'as une petite carte spéciale comme à tout le monde en parle. Super! Ça serait le fun d'en faire, pour vrai. On devrait tellement faire ça. On te la donne. Super. Je te remercie beaucoup, Suzy. Je te souhaite bonne chance dans ce nouveau projet-là qui continue de grandir et de se diversifier. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Puis félicitations pour votre beau projet aussi de Bonheur et vice-versa. Merci beaucoup. Puis en terminant, on fait toujours... on fait un cadeau à nos auditeurs en leur jouant leur chanson bonheur. Oui, à nos invités. À nos invités, j'ai dit quoi? Auditeurs. Oh mon Dieu. Aux deux, aux auditeurs et aux invités. À tout le monde. Et cette chanson-là? Oui, donc en fait, j'ai proposé la chanson Fernand d'Alexandre Poulain. Donc, c'est une chanson qui, je trouve, nous amène beaucoup à revisiter notre définition de la réussite. Donc, je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin. Alexandre Poulain raconte des histoires, en fait, dans ses chansons. Donc, ça nous amène à voir les choses un petit peu différemment, je pense, puis à revoir nos fondements pour la suite des choses. J'aime beaucoup Alexandre. On vous la fait écouter à l'instant, et on revient juste après cette pause musicale avec Josée Landry, présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et CO, pour son dernier éditorial de la présidente de la saison. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. J'ai un beau-frère qui est millionnaire, il a fait sa fortune d'un cellulaire. Puis le mois passé, il est parti en vacances quelque part dans les îles La Délivrance. Il s'est trouvé un motel pas trop cher, quelque chose comme 2 fois mon salaire, avec une vue sur l'Atlantique. Non, mais c'est beau avoir du fric. Tout était presque parfait, sauf un petit quelque chose qui l'intriguait. C'était que tous les débuts d'après-midi, un homme dormait devant chez lui. Fait qu'une journée un peu curieux, il dit: excusez-moi, monsieur, j'ai une question à vous poser, mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Le bonhomme d'à peu près 35 ans, Balzani dit: je m'appelle Fernand, tiens, bois ça, prends le temps de t'asseoir, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Mon beau-frère, toujours pressé, hésitait à prendre le thé, mais il s'est dit qu'une histoire triste, ça y rappellerait à quel point il était riche. Fait que s'est assis sur sa mallette pour pas salir ses culottes en spandex. Puis là m'a conté son histoire, comme s'il le faisait tous les soirs. Le matin, je me lève vers 6h, puis chaude sur mon bateau de pêcheur. Je ramène une coupe de poisson pour ma femme puis mes 2 garçons. L'après-midi, je prends ça mollo, je fais une petite sieste sur le bord de l'eau. Je reviens chez nous toujours à temps pour voir le soleil sur l'océan. Mon beau-frère, toujours à l'affût, dit: Fernand, tu ferais l'argent si tu te bougeais le cul. Si tu pêchais toute la journée, le poisson tu pourrais le vendre au lieu de le donner. Fait qu'est-ce que je ferais avec cet argent-là? Répond Fernand avec éclat: tu t'achètes un maudit gros bateau qui va 10 fois plus vite que ton rafio. Fait que tu peux aller beaucoup plus loin où il y a 100 poissons pour un marin. Puis ça va tellement te rapporter que tu te payes une douzaine d'employés. Puis plus t'as de pêcheurs, plus t'as de poissons. Plus t'as de poissons, moins tu le vends cher, moins tu le vends cher. Puis plus t'en vends, ouais, puis plus t'en vends, plus t'es gagnant. Bon Fernand,
tout mélangé. Regarde mon beau-frère avec curiosité, pis dit, une fois que j'ai fait tout ça, tu peux me dire qu'est-ce que ça me rapportera? Mon beau-frère, tout étonné de voir que le pêcheur a pas cliqué. Tu voyons, à cette heure que t'es plein d'argent, tu payes une grosse retraite. À 50 ans, le bon Fernand, un peu gêné, dit, la retraite, qu'est-ce que c'est? Je veux pas avoir l'air peu instruit, mais ce mot-là, on le connaît pas ici. Fait que mon beau-frère se ferme les yeux, se concentre, sourit un peu, il pense à la grosse retraite qui va se payer, puis il livre le fond de ses pensées. Un matin, je me lèverai vers 6 heures, j'ouvrirai un petit bateau de pêcheur. Je ramènerai une coupe de poisson pour ma femme rester à la maison. L'après-midi, je prendrai ça mollo, je ferai une petite sieste sur le bord de l'eau. Je rentrerai chez nous tout juste à temps pour voir le soleil sur l'océan. On aurait dit que c'était à ce moment-là que l'homme riche est devenu un autre gars. C'est comme si le beau-frère avait compris que Fernand était plus riche que lui. Aujourd'hui, mon beau-frère est pêcheur quelque part au sud de l'Équateur. L'après-midi, il prend mollo avec son... Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Passe devant, c'est bien fait. Le tir est là-bas! Ce mercredi 4 décembre, 19h, vos remparts sont en visite au centre Marcel Dionne pour y affronter les Voltigeurs de Drummondville. Ne manquez pas l'avant-match des 18h30 en compagnie de Ray Cloutier. Remparts contre Voltigeurs, ce mercredi 19h seulement sur les ondes de Chiz 94.3. Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. Longe tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3. Au Griendel, on t'offre un super quiz Chiz spécial chanson de Noël. Oh, attends, me semble que j'ai fait drette ça l'an passé. OK. Fuck ça, j'ai une meilleure idée. Le 22 décembre, Chiz t'invite à un super quiz Chiz de fin d'année. Comme le bye-bye, mais pas de sketch, pas de faux maquillage, ni de controverses, juste de la musique et des événements musicaux parus dans les 12 derniers mois. Ben, venez chanter ça avec nous le dimanche 22 décembre prochain à 19h30 au Griendel. On s'y voit pour le dernier super quiz Chiz de l'année 2019. Alors, comme à chaque 2 semaines, on a la chance de rejoindre au bout du fil Josée Landry, CEO et présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Et elle est beaucoup dans les médias. Hein? Oui. Elle parle, oui, très active. Elle parle au nom des CO. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup aussi de son rôle de présidente. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'une lettre ouverte qui a été publiée dans La Presse il y a 2 semaines. On en parle avec elle dans quelques instants. Cette capsule est une présentation de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Consultez un conseiller d'orientation à différentes étapes de la vie. L'éditorial de la présidente. Voici Madame Josée Landry. Alors, bonjour Josée, en direct de Montréal. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Hey, allô Josée. Allô. Merci de te joindre à nous. Aujourd'hui, tu as décidé de revenir sur la lettre ouverte que tu avais publiée dans La Presse il y a 2 semaines de ça environ, sur la position de l'OCCEQ sur la réforme du programme de l'expérience québécoise et les contraintes de l'insertion socio-professionnelle. Bien, tout à fait. Je pense que vous ne serez pas surpris de savoir qu'on a réagi fortement à l'annonce de réforme de ce programme-là, mais ce qu'on a voulu faire, c'est aussi présenter de façon plus globale, plus générale, les enjeux d'insertion socio-professionnelle qui ont été soulevés par cette réforme, l'annonce de cette réforme-là. Bon, évidemment, il l'a annulé, là. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler, justement, pour les auditeurs qui s'en souviennent pas, c'était quoi cette nouvelle-là qui a fâché beaucoup de monde? Je vais vous résumer vraiment beaucoup, là. Oui. Mais c'est le programme de l'expérience québécoise, c'est pour les étudiants étrangers qui viennent étudier au Québec. Et ils ont des avantages, là, quand ils peuvent faire partie de ce programme-là pour ensuite demeurer au Québec et travailler après leurs études. Et là, le ministre avait décidé d'annuler certaines clauses, certains avantages, et basé sur des critères, et il intégrait même les personnes déjà aux études, ce qui est encore pire, là, qui étaient admises en fonction des anciens critères, mais il basait sa décision sur des nouveaux critères d'admission au programme en fonction d'une liste de métiers en pénurie. OK, oui.
dans laquelle on pouvait retrouver le baccalauréat je me souviens pas exactement du terme parce que ça n'existe plus, mais je pense que c'était en soins domestiques ou donc c'était vraiment là pour préparer les dames à prendre soin du logis. Oui, jadis, naguère, autrefois. C'est ça. Alors, nous, vous savez, moi je le dis souvent, les gens ne prennent pas de décision, en tout cas de façon durable. Les gens ne peuvent pas baser leurs décisions professionnelles sur une liste de métiers en pénurie. Et c'est pourquoi j'avais intitulé la lettre ouverte « Entrer dans une case ». Parce que ce que nous, on considère, c'est qu'évidemment, l'intégration des personnes immigrantes, mais aussi de toutes les personnes au Québec, dépasse l'équation formation-emploi. Qu'on trouve qui est une approche qui instrumentalise le processus d'intégration, parce que c'est comme de réduire cette dynamique-là à un appariement entre des personnes et les besoins des employeurs. Genre ce qu'on faisait dans les années 40, 50, 60. Mm-hmm. Mais qu'on fait encore, Maxime. Bien, qu'on fait Parce encore. Que, oui, puis, tu sais, ce qu'on a voulu soulever dans la lettre, c'est qu'on comprend bien l'effort d'adéquation, formation, emploi pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Puis, si on le comprend, cet effort-là, puis on peut même jusqu'à un certain point l'appuyer, cet effort-là. Par contre, ça relève plus d'une dynamique comptable ou d'une logique comptable. Comme si on se contentait de faire entrer des gens dans des cases. Mais choisissez à travers ces possibilités de profession-là. Et là, on va vous admettre au programme de l'expérience québécoise. C'est la même chose pour les personnes accidentées de la route ou du travail qui doivent se réorienter, ou les programmes de formation, parfois, tu sais, qui sont subventionnés par Emploi Québec. Et là, on va dire, Emploi Québec va dire, c'est un gros éditorial que je vous fais là. Oui. Emploi Québec va dire, voici, on va financer un retour aux études, par exemple, si c'est dans les métiers en pénurie ou les besoins de main-d'œuvre. On ne dit pas qu'il faut former des gens seulement dans des domaines où il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, où il n'y a pas de besoin de main-d'œuvre, parce que là, on va... L'expression québécoise qui dit on va former des chômeurs, là, vous l'avez déjà entendu, on dit pas de faire ça. Mais c'est que c'est certain que ça laisse pas le libre choix et de façon... Ça mènera pas nécessairement une intégration durable sur le marché du travail. Puis moi, Josée, tu me diras si je fais fausse route, mais j'ai aussi l'impression que ça part d'une bonne intention peut-être de vouloir régler un problème qui est la pénurie de main-d'œuvre, mais on se centre sur une solution qui me semble assez à court terme parce qu'une société, ça évolue, puis cette pénurie-là risque de changer aussi. Les emplois en demande et pas en demande risquent d'évoluer aussi, même parfois à plus court terme que ce qu'on peut penser. Bien, évidemment, tu as tout à fait raison, Annie. Le marché du travail évolue tellement vite que, par exemple, aussi, l'autre chose qu'on dénonçait, c'est le fait que ces listes de métiers-là découlent de la classification nationale des professions. Mm-hmm. Donc, la classification nationale des professions, c'est une classification canadienne, bien, pan-canadienne, qui ne tient pas nécessairement compte de la réalité québécoise. Et la mise à jour de cette liste-là est laborieuse parce que, comme tu viens de le dire, Annie... Mais quand t'es fini, il faut la recommencer. le marché du travail évolue tellement vite qu'en ce moment, dans cette fameuse classification, on n'a pas les métiers liés à l'intelligence artificielle. On n'a même pas la profession de conseiller d'orientation. Est-ce qu'on a chargé de projet, qui est comme un des postes qu'on voit le plus souvent maintenant? Très bon exemple. Et on a voulu aussi dire dans cet article de la presse que les fameuses listes de métiers en pénurie ne sont pas élaborées par les conseillers d'orientation. Et on a voulu le dire parce que on a eu un appel d'une recherchiste pour une émission qui nous a demandé comment on faisait pour élaborer ces listes-là. Bien, les gens pensent qu'on a notre mot à dire là-dedans, puis je trouve que c'est un peu normal de le penser, mais justement, je crois, Josée, que ton objectif, en fait l'objectif de l'OCCEQ, c'était de dire, est-ce que vous voudriez peut-être communiquer aussi avec nous, puis on pourrait vous aider justement à trouver peut-être une solution qui soit aussi pensée pour le client? Mm-hmm. Oui, et puis pour mettre sur le même pied d'égalité les besoins du client, en fait, des employés, des travailleurs et aussi des employeurs. Mais nous, on fait un appel. En ce moment, le gouvernement fédéral est en train de faire une consultation sur la classification nationale des professions. L'Ordre des conseillers d'orientation veut faire office de leader dans ce dossier-là au Québec.
J'en parle beaucoup avec les autres ordres professionnels. Et nous, ce qu'on demande, c'est que au terme de cette consultation-là, c'est qu'il y ait une réforme. Et on appelle aussi le gouvernement provincial à réviser ses critères de sélection associés aux différents programmes de formation et d'emploi. Parce que même si, par exemple, la classification nationale des professions est plus adaptée à la réalité québécoise ou plus à jour, on peut pas de toute façon vouloir forcer des gens à entrer dans une case. C'est pas ce qui amène une intégration durable sur le marché du travail pour toutes les personnes au Québec, qu'elles soient d'origine, qu'elles soient immigrantes ou d'origine québécoise. En effet. Et y a-t-il des actions qui sont en cours présentement? C'est après cette lettre-là, j'imagine que là, c'était une prise de parole. Puis qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite, là? Autant au niveau du public là, qui suit les nouvelles, mais aussi autant du côté des conseillers d'orientation qui sûrement aussi suivent avec attention tout ça, là. Ben, je dirais que les actions en ce moment sont assez au ralenti parce que la session parlementaire se termine bientôt. Mm-hmm. Par contre, ce qu'on fait présentement avec le gouvernement fédéral est toujours en action là au sujet de la classification nationale des professions. On va entrer en communication avec le ministère de l'Immigration, mais on travaille aussi avec Qualification Québec, qui, elle, je ne sais pas comment la nommer, mais cette organisation-là, donc on va dire elle, travaille en ce moment à adapter ses descriptions de professions et ses groupes d'emploi davantage à la réalité québécoise, notamment pour les professions réglementées. Et vous voyez, on rencontrait ce matin des personnes, plusieurs ordres professionnels ont rencontré des personnes du ministère de la Santé et des Services sociaux pour tous les programmes offerts aux aînés. Et on nous a parlé de rétention de main-d'œuvre et je leur ai dit un problème ici de vocabulaire parce que quand on parle de rétention, ça veut dire de retenir. Mm-hmm. Une personne qui est orientée en fonction de ce qu'elle est vraiment puis qui a vraiment le goût d'aller dans le réseau de la santé et des services sociaux ne devrait pas avoir besoin de la retenir. On pourrait peut-être parler davantage de fidélisation. Et puis j'ai vu aussi quand on fait la promotion de professions, que ce soit dans le réseau de la santé ou ailleurs, on ne peut pas seulement faire la promotion en disant ça existe. Voici les profils qui vont être bien dans ce type de profession-là. Voici la réalité de cette profession-là. Bref, j'ai offert au ministère la contribution de l'ordre pour les aider à faire une promotion des professions qui soient adaptées à ce qu'on recherche. Rapidement, est-ce que tu as eu une réponse? Oui, on m'a dit qu'on me mettrait en contact avec le collègue, donc le sous-ministre adjoint, qui est responsable de cette partie-là du travail dans le ministère. Ben, félicitations! Alors, je vous dirais que ce sont beaucoup de petits gestes qui prennent du temps. C'est long avant qu'on voit les résultats. Mais ça fait partie vraiment des actions qu'on priorise en ce moment à l'ordre. Josée, c'est la karatéka de l'orientation. Alors, Maxime, tout à l'heure, tu disais que je parlais au nom des conseillers d'orientation parce que j'étais beaucoup dans les médias, comme tu le disais. Oui. Je parle surtout au nom du public. En effet, tu as bien raison et tu fais bien de le rappeler. Bien, c'est sûr que je parle aussi au nom des conseillers d'orientation dans le sens où je parle de l'orientation, mais je souhaite aussi que les conseillers d'orientation peut-être utilisent même les apparitions qu'on fait, les publications qu'on fait et fassent faire du chemin à ces publications-là. Exactement. C'est un gros travail d'équipe et si on veut avoir un peu plus d'informations sur l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, on peut aller sur la page Facebook, donc nouvelle page Facebook OCCOQ et vous aurez aussi là, le lien pour aller vers le site Internet et si vous avez besoin de trouver un CO dans votre région, ça peut être une très bonne façon. Et pour la lettre d'opinion de Josée, on peut la retrouver où si les gens, ça les intéresse? Je vais vous envoyer le lien. Sur le site Internet et sur la page Facebook. Je peux vous envoyer le lien. Vous pourrez la mettre sur la publication. Merci de vendredi. Parfait. Alors, Josée, on annonce à nos auditeurs une autre bonne nouvelle encore aujourd'hui. Tu seras de retour pour une 4e saison, je crois? Moi, je fais pas le compte, là. Je crois. Alors, à l'hiver 2020, tu seras là encore de façon bimensuelle avec nous pour nous faire tes éditoriaux de la présidente. Avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup pour la belle saison, Josée.
Ben, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir. Joyeuses Oui, fêtes merci. à tous. Merci beaucoup. Merci. Hey, c'est bientôt le temps des Au revoir. fêtes. Salut, bye. Alors maintenant, on continue avec la chronique Bonheur qui fit avec ma chroniqueuse d'aujourd'hui, Annie Guillemette. Bonheur et vice-versa, fier partenaire de votre bien-être. À Chiz 94.3, c'est maintenant l'heure de votre chronique Bonheur. Et pourquoi à la maison, ça fit avec Annie Guillemette? Je l'aime tellement, mon nouveau jingle. Oui, puis si vous là, on est à la radio, vous pouvez pas la voir, mais Annie, tout le long, elle a le sourire collé jusque dans les joues, c'est vrai, Élise? Ah ouais. Jusque dans mes cernes, oui. Ouais, mais ça fait du bien, puis j'espère qu'à la maison, on m'a souvent dit quand j'étudiais en radio que le sourire se rendait jusqu'aux auditeurs, puis c'était important et que ça changeait le ton de la voix. J'espère que vous sentez le nôtre. Alors aujourd'hui, tu as décidé de te coller à la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Oui, et si pour être parfaitement honnête, parce que tu m'as demandé c'était quoi mon sujet, puis là, il a fallu que je trouve de quoi rapidement parce que j'avais aucune idée, puis j'ai regardé la feuille de route, puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas parler? Puis c'est là que j'ai eu mon inspiration. Ouais. La fin de session, toi aussi, t'as rentré dedans, hein? un peu. Mais en plus, puis tu vois, au début, je me demandais comment j'allais traiter la chose, puis finalement, quand je me suis mis devant mon ordi pour écrire puis penser à mes idées, ça a déboulé un peu tout seul parce que je réfléchissais, puis aujourd'hui, ça sera pas très scientifique. Souvent, des fois, mes chroniques ont une petite teinte un peu scientifique. Aujourd'hui, elle est plus expérientielle. Oui. Parce que je pensais à ma pratique privée. Puis bon, jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs personnes à trouver ce qu'ils voulaient faire dans la vie et trouver un projet qui les stimule, bref. Et pour certaines de ces personnes-là, dès la première rencontre, elles m'expriment avoir un intérêt pour l'entrepreneuriat, mais sans trop savoir sous quelle forme elles aimeraient que ça se fasse. Donc, il y a des gens qui, déjà en partant, s'intéressent à l'entrepreneuriat sans avoir un projet concret. Et de ton côté, Élise, toi, tu pratiques comme CO aussi au privé, puis tu as loué un bureau, je sais, qui est dans un espace entrepreneurial quand même. Oui, c'est un espace de coworking. Est-ce que tu reçois des entrepreneurs dans ton bureau? Non, pas pour l'instant. Pas encore. Bon, on va écouter des conseils, puis ça va peut-être pouvoir t'aider de ton côté. Certainement. Mais bref, c'est ces gens-là qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Évidemment que je fais pas, le processus c'est fini, tu veux aller entreprendre, voilà, tu sais ce que tu veux faire, bye. Donc, j'ai continué à les accompagner et j'ai réalisé qu'il y a quand même des points en commun entre accompagner une personne pour trouver son projet professionnel ou trouver son projet entrepreneurial. Alors, d'abord et avant tout, je vous lance la question, c'est quoi les points communs entre trouver un projet professionnel et trouver un projet entrepreneurial? Mon Dieu, les points communs sont multiples. Ben oui. Au départ, il faut que tu aies un processus réflexif. Oui, exactement, que tu apprennes à te connaître, savoir c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui fait du sens pour toi, se poser les bonnes questions, en fait. Là. Oui, parce que tu veux de toute façon que ton entreprise soit à ton image, habituellement, à l'image de tes valeurs. Ouais. Et il y a aussi une cueillette d'informations par la suite pour aller chercher de l'aide et des ressources. Ah, absolument. Ben écoute, ma chronique est finie. C'est ça. Je me disais, pourquoi elle nous pose la question? Hey, ça va sortir, les réponses. Là. Mais en fait, vous arrivez aux mêmes conclusions que moi quand j'ai fait la réflexion, parce que je me disais justement, c'est quoi les points en commun? Puis je me rendais compte que finalement, c'est la même affaire. Ben oui. Accompagner quelqu'un à faire un processus entrepreneurial ou aider quelqu'un à trouver un programme d'études ou accompagner quelqu'un à trouver un métier, ça part toujours de la même chose. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 pistes ou étapes par lesquelles votre conseil d'orientation peut vous aider à construire votre projet entrepreneurial. Mais ces 3 étapes-là sont les mêmes qu'un processus d'orientation. Et tu sais, des fois, on ne le sait pas, mais il y a plusieurs conseillers en entrepreneuriat ou comme Suzy tantôt, qui ont une formation de conseiller d'orientation ou des fois, du moins, un baccalauréat en orientation. Absolument. Donc, je pense que vous êtes bien entouré à ce moment-là. Là. Absolument. Alors, Première étape, et on ne s'en sort pas, apprendre à se connaître. Hein? C'est pas la grosse surprise, mais c'est quand même important. Et c'est toujours un fondement, un pilier majeur pour construire un projet qui fait du sens pour nous. Parce qu'un bon projet entrepreneurial, tout comme un bon projet professionnel, ça doit répondre à vos besoins, à vos intérêts, aux compétences que vous voulez déployer ou développer. Parce que ça se peut qu'il y ait des compétences que vous n'avez pas déjà, comme, je donne un exemple, nous, comme conseillers d'orientation, le marketing, moi,
connais pas ça pantoute, là. Me vendre, certaine lacune. J'ai pas appris ça à l'école, moi, là. On m'a formé pour accompagner les gens, pas pour me démarquer, me vendre et faire ma promotion. Mais c'est une compétence que j'apprends. Et apprendre à se connaître, ça veut pas dire non plus faire juste après ça ce qu'on aime et ce qu'on est... Non, c'est pas vrai. Juste dans ce qu'on est bon. Ce qu'on aime, c'est important. Mais dans ce qu'on est bon, parce que de se lancer au défi, de se mettre justement un peu se sortir de sa zone de confort, ça donne tellement des beaux résultats par la suite. Oui. Genre de la fierté. Il faut connaître de où tu pars. Ouais. Ça, c'est important. Mais c'est pour ça que j'insiste sur c'est quoi les compétences que vous voulez déployer ou développer. Puis ça se peut qu'évidemment, amener quelque chose avec un impact avec la réalité, parce que peut-être des choses, moi, je veux dire... Je me débrouille bien dans la vie, mais les maths, c'est pas mon fort. Je ne deviendrai pas mathématicienne. Même si ça me tentait bien gros, là, c'est pas mon force. Tu sais que toi, exemple, dans un projet entrepreneurial, tu as besoin de soutien au niveau des finances, mais peut-être que tu n'as pas besoin de soutien à d'autres niveaux. Exactement. Tu sais, comme par exemple, je parlais du marketing, moi, la communication, c'est une de mes forces dans la vie. Je sais pas comment faire du marketing, mais je sais que c'est sûrement quelque chose que je peux développer avec ce que j'ai déjà. Vous me suivez? Oui. Donc, c'est ça. Fait que c'est quoi les compétences, je le répète, que vous voulez déployer ou développer? C'est quoi vos valeurs? Parce que et cette réflexion-là est importante parce que vous allez consacrer du temps, de l'énergie, probablement devoir faire des sacrifices pour mener à bien ce projet-là. Alors, c'est important que ça s'harmonise bien avec ce que vous voulez dans la vie. Le constat 2. Deuxième étape. Connaître, et c'est toi qui l'as nommé, Maxime, connaître les possibilités du marché, faire des recherches. En apprenant à vous connaître et à cibler ce que vous voulez, vous allez déjà avoir quelques pistes de ce que vous voulez faire. Après ça, c'est le temps de regarder, d'observer comment ça peut se concrétiser dans le contexte actuel. Donc, dans le cas d'un projet professionnel, il s'agit des fois d'aller voir les programmes d'études, les statistiques d'insertion dans le domaine, les offres d'emploi, etc. Et il y a tellement de financement aussi, puis tellement... Toutes les écoles maintenant, toutes les CJE offrent des programmes comme ça. C'est important d'aller voir parce que vous y en avez des ressources peut-être, mais au moins pour démarrer. Et dans le cas du projet entrepreneurial, c'est de voir qui a déjà fait quelque chose de similaire. C'est de voir quel besoin dans la société n'est pas comblé qui fit avec ce que vous vouliez développer. Ou s'il est comblé, comment y aller dans un autre angle d'attaque pour comment être y aller original. dans un autre angle, exactement. C'est quoi les formations pertinentes pour développer certaines des compétences que vous voulez développer? Ça serait quoi les clientèles possibles? Ça serait quoi, comme tu dis, les sources de subventions, les soutiens auxquels dont je pourrais bénéficier? C'est comme faire un plan d'affaires, en fait. C'est comme faire un plan d'affaires, effectivement. Et la dernière étape, c'est de combiner les deux premières étapes. Oui. Donc, parfois, quand on regarde la réalité du marché, ça se peut qu'on se rende compte qu'on a des compromis à faire avec ce qu'on désirait à la base. Tu sais, comme par exemple, si je découvre qu'il y a quelqu'un qui fait exactement ce que moi je veux faire, puis que finalement, tu sais, c'est peut-être puis dans ma région, puis que, tu sais, je veux pas être un compétiteur direct ou je sais pas trop, peut-être que je vais devoir adapter un peu ma demande. Mais en fonction des informations que j'ai collectées à l'étape 1, en apprenant à me connaître, et à l'étape 2, en apprenant à connaître ce qui existe sur le marché, ce qui est possible pour moi, ce qui est accessible, là, ces informations-là, je les digère ensemble, puis j'en fais quelque chose pour voir, OK, comment je peux adapter ce que je sais que je veux avec ce que je sais qui est possible. Puis d'harmoniser ces choses-là. Donc, des fois, c'est ça. Ça se peut qu'on ait des compromis à faire. Ça se peut aussi qu'il y ait l'inverse. Genre qu'on se rende compte qu'on peut aller encore plus loin que ce qu'on pensait. Et un des meilleurs exemples de ça, c'est bonheur et vice-versa. Tu sais, quand on a parti, on savait ce qu'on connaissait, on savait ce qu'on visait avec ça, mais on n'aurait jamais pensé que ça prendrait l'ampleur que ça a pris finalement maintenant. Donc, on peut aussi avoir des belles surprises. On peut avoir des belles surprises, mais qui demandent aussi des ressources, qui demandent aussi d'autres genres de choses qu'on n'avait pas nécessairement anticipées. Donc, c'est des choses à réfléchir aussi. Puis cette réflexion-là, bref, elle est itérative, c'est-à-dire qu'elle continue tout au long du processus. Et donc, ça peut être bénéfique de prendre un temps pour combiner toutes ces informations-là qu'on a collectées sur nous-mêmes et sur le marché pour les intégrer ensemble et construire notre projet. Et là, un certain temps, c'est vrai ça aussi. Fait qu'il faut avoir un peu de patience. Hein? On t'en parlait tantôt, Élise. T'es obligé, t'es obligé d'avoir plus qu'un emploi pour l'instant. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, d'avancer tranquillement. On parle, moi, ce que j'entends souvent, c'est de 5 ans avant d'être en mesure d'être stabilisé. Moi aussi, je pense que ça fait du sens. Oui, fait que ça vaut la peine de s'atteler et avoir du courage. Oui, puis encore là, ça dépend comment vous voulez le construire, votre projet aussi. Et puis c'est ça, c'est toutes les choses que vous pouvez discuter aussi avec la personne qui vous accompagne, dont un conseiller d'orientation, à savoir qu'est-ce qui est réaliste pour vous, justement, en termes des ressources que vous avez personnellement. Tu sais, comme si vous avez des enjeux financiers et tout ça, peut-être que de commencer à temps partiel, ça peut être une option. Puis peut-être pas non plus. Ça dépend de vous, puis ça dépend de ce que vous êtes prêt à investir en termes d'argent, d'énergie,
de temps. On espère qu'aujourd'hui, on a pu, en fait, vous rassurer, vous donner des bonnes ressources et que pour les gens qui voulaient partir un projet entrepreneurial, qu'on vous donne un petit peu des ailes aujourd'hui avec notre émission. C'est déjà la fin de l'émission. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour vos animateurs et leurs collaborateurs de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. Alors, les filles, avant-dernière émission de Bonheur et vice-versa, mais dernière émission pour vous de la saison. Oui, moi, j'avais pas envie que ça finisse. Mais non, on a du fun. J'aurais continué pendant quelques demi-heures, oui. Alors, pendant le temps des fêtes, Élise, vu qu'on se parlera peut-être pas beaucoup la semaine prochaine, tu seras en studio, je crois, pour la dernière émission. Oui. Mais qu'est-ce que tu as prévu? Beaucoup de ski, voir mes amis, continuer à travailler sur la business. Oui, et préparer ton rôle de journaliste à temps plein. Exactement, avec plaisir. Alors, tu seras de retour avec nous au mois de janvier. Ouais. Notre saison va partir le 22 janvier, je crois. Donc, mi-janvier, on reviendra avec une 6e saison. Force. En force. Alors, bon temps des fêtes. À vous aussi. Et je te souhaite de faire attention aussi sur les pentes. Hein. Moi, tantôt, je parlais. On essaye. Ouais, c'est ça. Moi, le ski, ça m'a toujours fait peur. Oui, pareil. J'en ai pas de souvenir, mais d'après mes parents, j'en ai fait une fois, j'ai pleuré tout le long. De ton côté, Annie, qu'est-ce que tu as prévu pour le temps des fêtes? Je vais aller faire un tour à Shawinigan, évidemment, parce que moi, je viens de là, ma famille est là, donc je vais aller voir ma famille et m'amuser, m'énerver par terre avec mes neveux et mes nièces. C'est tellement le moment de l'année pour faire ça. Et on a un petit peu de nostalgie aujourd'hui, moi, Annie, l'équipe. Et Annie, tu as décidé de prendre une petite pause de bonheur et vice-versa pour aller travailler fort sur ton projet de doctorat. Il faut que ma tête se finisse à un moment donné. Ouais, hein? Puis c'est ça, j'ai besoin de temps pour rédiger et faire mes analyses. Alors j'ai décidé de délaisser bonheur et vice-versa. Pour une session. Oui, exactement. Puis, en fait, on va quand même te garder un peu. Attention, chers auditeurs, n'ayez pas trop de peine parce qu'on garde Annie dans sa force. Elle sera quand même chroniqueuse, notre chroniqueuse officielle dans l'équipe. La chroniqueuse bonheur, j'aime ça. Exactement. Et tu seras là, dans le fond, la prochaine saison avec nous. Il y a quelqu'un qui te remplacera à la co-animation. Absolument. On garde la surprise pour l'instant. Qui prendra ta place? OK. Mystère. Mystère. On remercie Guillaume Lamontagne. Oui. On remercie Suzy. Et on remercie José Landry, nos invités de la journée. On a demandé les meilleurs collaborateurs à BVV. Et la semaine prochaine, on a un concours, en fait, pour terminer cette belle saison. Septembre Éditeur, un de nos super collaborateurs, qui va faire un concours en tirant 3 livres de chez Septembre Éditeur. Le concours va être lancé demain sur notre page Facebook. Et ce soir, on sera en direct du gala Idées d'entreprise de Entrepreneuriat U-Laval. Et Bonheur et vice-versa va peut-être remporter l'idée du siècle en entreprise. Bonne chance à nous. Hey, bonne chance à nous. Bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine. Toute l'équipe de Bonheur et vice-versa vous souhaite une agréable semaine. Samedi, dimanche, 13h, on vous amène la chaleur tropicale. Radio Futura, 94.3 FM, vous amène un voyage au tropique.